Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oula oui. Alors on m'a demandé de vous faire un pitch sur les civic tech et la démocratie numérique aujourd'hui. En général, dans le secteur des civic tech, quand on parle de pitch, c'est 1 minute. Là, je vous préviens, c'est plutôt 15. Donc bon, désolé pour l'erreur de définition. Et en tout cas, merci aux interconnectés de cette invitation. Donc je m'appelle Tatiana De Ferrodi, je travaille dans une association qui s'appelle Décider Ensemble et dans laquelle nous avons lancé en septembre un observatoire des civic tech et de la démocratie numérique. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les premiers résultats à la fois de la cartographie qu'on a réalisée des civic tech et aussi de l'édition 2018 du baromètre de la démocratie locale numérique, qui est donc notre 3e édition. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a lancé cet observatoire des civic tech et de la démocratie numérique, puisqu'aujourd'hui la civic tech on en voit partout. C'est un petit peu un buzzword et effectivement on a du mal à la définir. Donc, nous, on parle de technologies et outils numériques qui permettent de transformer l'engagement et la participation citoyenne, mais là-dedans, ça vous fait une catégorie dans laquelle vous avez des outils de signalement, des outils web et mobiles qui vont permettre aux citoyens d'interagir avec leurs représentants, des plateformes de débat, de propositions d'idées, de budget participatif, donc une grande diversité. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'en sait pas forcément beaucoup plus sur là où on en est aujourd'hui. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné 3 objectifs. En fait, répondre à 3 questions différentes. La première qui est celle d'une cartographie du secteur et des acteurs qui sont engagés dans la civic tech. L'idée, c'est de se dire non seulement qui ils sont, avec qui ils sont en relation, mais aussi dans quelle mesure ils représentent une nouveauté et dans quelle mesure, en fait, mieux connaître ces acteurs, ça nous permet d'être plus opérationnels quand on met en place un outil numérique de participation. Un deuxième objectif, c'est celui d'évaluer les coûts et les impacts réels, parce qu'on a beaucoup parlé des civic tech et de leurs promesses, on a assez peu finalement évalué quels sont leurs réels impacts aujourd'hui. Et pour les collectivités, ce sont souvent des coûts et des moyens qu'il faut mettre en place au niveau humain, au niveau technique, et qu'il faut mieux évaluer aujourd'hui pour savoir ce qu'on fait. Et enfin, il y a un certain nombre d'enjeux, à la fois techniques et politiques, qui sont liés à la mise en œuvre de ces outils. Ce sont des enjeux, par exemple, pour comment garantir la transparence, comment garantir la qualité d'une consultation. Est-ce que c'est important l'open source et dans quel cas comment? Comment est-ce qu'on fait une synthèse de l'individuel au collectif quand on a des dizaines de milliers de contributions? Et comment est-ce qu'on assure un impact sur la décision? Donc nous, ce qu'on a commencé par faire, c'est refaire une petite histoire de la civic tech. Donc on en parle aujourd'hui comme si c'était un mot relativement connu, on verra que ce n'est pas forcément le cas toujours. On commence à en parler dans la presse en 2015, mais déjà avant, les acteurs se mettaient un petit peu en place, on va dire, on commence à voir les personnages arriver. En 2010, par exemple, l'association Regard Citoyen est créée. Vous devez la connaître parce qu'elle a créé nos députés, nos sénateurs et la fabrique de la loi, même si elle existait en collectif avant. C'est une date importante pour l'institutionnalisation. En même temps, l'open data, qui est poussé du côté citoyen, se met aussi en place dans l'État, en lien avec une logique de modernisation. C'est déjà la naissance d'État Lab en 2011, donc ça fait quand même un certain temps. En même temps, en 2012, on commence à voir les outils de comparaison, de programmes électoraux, d'aide à la décision en contexte électoral, mais pas seulement. Et très tôt, l'État va commencer à jouer un rôle dans cette civic tech, va commencer à prendre un côté institutionnel, tandis que dans le même temps, on identifie aussi les avantages en termes de marché. Donc le rapport de la Knight Foundation qui sort en 2013, c'est un rapport qui déjà évalue le marché, le potentiel économique de ces technologies. Et enfin, à la fin 2015, toute cette tendance se cristallise avec la consultation sur la loi numérique, qui réunit non seulement un certain nombre de contributions, mais aussi beaucoup d'acteurs du secteur qui vont s'impliquer dans cette consultation pour dire ce qu'ils voudraient. On a une deuxième phase à partir de 2016, que vous devez mieux connaître, mais qui est du coup celle de la reconnaissance des civic tech, avec la préparation notamment du sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert, donc l'OGP, qui a eu lieu à Paris en décembre 2016. Et c'est le moment où se sont cristallisés non seulement les succès de la civic tech, donc de plus en plus d'organisations, de plus en plus d'expérimentations dans les collectivités, et aussi de plus en plus d'acteurs impliqués, non seulement au niveau citoyen, mais aussi au niveau du marché économique, des entreprises qui commencent à réussir à lever des fonds, à vraiment se développer, et en même temps des initiatives un peu visibles comme Ma Voix ou la Primaire qui essayent de réellement transformer une phase électorale. Et en même temps, c'est le moment aussi où les tensions vont se cristalliser, parce qu'il y a un certain nombre de lignes de fracture dans la civic tech. En 2016, au moment du sommet du PGO, il y a une tribune avec un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs des libertés et des droits numériques, qui ont appelé à remettre en question un peu ce civic washing et mettaient vraiment en valeur des incohérences entre le discours et l'action du gouvernement. Donc il y a un certain nombre de tensions qui traversent ce secteur.
Aujourd'hui, je vais vous parler surtout des outils et des structures qui offrent, qui ont une offre de collaboration ou de service envers les collectivités, parce que j'imagine que c'est souvent ce qui vous intéresse, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il n'y a pas tout un tas d'initiatives citoyennes dans la Civic Tech et qu'elles sont parfois un peu moins visibles. Donc justement, quand on pense aux inspirations de la Civic Tech, c'est assez varié en fait. La Civic Tech, ce n'est pas un objet qui vient de nulle part, c'est un objet qui vient de différents écosystèmes très différents. Et oui, c'est un peu répétitif, mais très différent. Le premier écosystème, ce serait celui de la Tech for Good que vous avez en haut à droite. C'est celui en fait qui est représenté par toutes ces startups qui croient que la technologie va transformer nos vies et va résoudre tous nos problèmes. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. En fait, l'idée, c'est qu'on utilise vraiment la technologie dans le cadre d'un modèle entrepreneurial à ces startups pour vraiment transformer comment on fait nos vies. Ça va de l'économie collaborative jusqu'au crowd acting ou jusqu'au social tech. Donc vraiment tout un écosystème différent. À côté, on a aussi d'autres personnes qui sont inspirées par les idéaux du web, et notamment l'Internet décentralisé, libre et contributif. Et là, on est plutôt dans un écosystème autour des communs, autour de la transparence, des médias alternatifs, du fact-checking. Et donc là, c'est tout l'écosystème qui est notamment lié à l'open data et à la production collaborative, à la défense des droits et des libertés numériques. Donc on est plus sur ce qui est contrôle citoyen. Le troisième écosystème, évidemment, le plus évident, c'est celui de la participation. Les Civic Tech ont beaucoup de liens avec cet écosystème-là, et pas seulement la participation institutionnelle, on a aussi des initiatives qui sont liées au community organizing ou qui s'inspirent de l'éducation populaire. Un quatrième écosystème, c'est celui de la fabrique de l'opinion. Il ne faut pas oublier que pour certaines Civic Tech, le fait de mobiliser un grand nombre de citoyens, c'est aussi une manière d'avoir beaucoup de données, de fabriquer l'opinion dans une logique plutôt de sondage et donc de construction en fait, de données qui vont pouvoir être vendues pour mieux connaître ce que pensent les gens. Et enfin, un dernier écosystème, on va dire, qui est celui de l'innovation publique, de l'importation de toutes ces méthodes du design thinking, de l'agilité, qui vraiment en fait, a l'objectif de transformer l'État et de transformer les administrations, avec à la fois une logique un peu de reconnaissance de l'action publique et en même temps parfois une tendance à pousser beaucoup vers l'efficacité, avec beaucoup d'inspiration New Public Management et l'idée que l'État peut être une entreprise comme une autre, donc avec un peu les deux côtés. Nous, ce qu'on propose sur les développeurs de Civic Tech aujourd'hui, c'est de les classifier en 3 catégories. Donc des outils d'information, de mobilisation et de coproduction. C'est en fait ce qu'on demande à l'outil en priorité et ce qu'on demande à cette démarche, à cette technologie en priorité. Ça ne veut pas dire qu'un outil d'information ne peut pas faire de la mobilisation et inversement. Mais ça veut dire que d'un côté, on a quand même un premier groupe où ce qui est important, c'est la production et la circulation de l'information, c'est la transparence. Et là, vous avez à la fois des initiatives d'information en période électorale, comme Vox, vous avez des nouveaux médias, comme Acropolis, vous avez aussi des initiatives de contrôle citoyen, de fact-checking. Mon Regard citoyen est le plus connu, mais il y en a d'autres. Et vraiment, le principe central, c'est celui de la transparence. Pour les technologies de mobilisation, le principe central, c'est donc la mobilisation, c'est aussi l'idée d'avoir des communautés qui se construisent. C'est quelque chose de très important dans le web. Ces communautés-là, elles peuvent être mobilisées à travers de la pétition, donc comme les outils change.org ou Mes Opinions. Elles peuvent être mobilisées par des grandes campagnes à l'échelle nationale comme le fait make.org ou aussi plus à l'échelle locale comme le fait Fluidity. L'idée, c'est vraiment de mobiliser, de communiquer et de construire la force du nombre pour avoir un impact. Et enfin, une troisième catégorie qui est celle de la coproduction. Et là, en fait, c'est celle qu'on voit le plus souvent. C'est la GovTech, c'est ceux qui développent des plateformes qui permettent de débattre, de produire ensemble et même dans l'idéal de délibérer. Donc la GovTech que vous connaissez probablement, c'est-à-dire Cap Collectif, Open Source Politics, Bluenove, ces grandes entreprises-là sont plutôt dans ce secteur-là. Et en fait, on a eu du mal quand on a cherché à trouver des initiatives non marchandes, ou en tout cas qui ne se sont pas développées dans une logique de service. Ce qui peut aussi être lié au fait qu'en France, la participation citoyenne, telle qu'on l'entend avec ce type de débat, est quand même très institutionnalisée et développée par les collectivités. Ça, c'était pour la cartographie. Vous n'avez pas tout là parce que c'est un petit peu en avant-première là et on la publiera en début d'année, donc vous pourrez avoir toutes les informations ensuite. Pour ce qui est du baromètre de la démocratie 2018, donc là, on est en fait à la 3e édition et on a demandé aux collectivités ce qu'elles mettaient en place comme outil et comment elles le faisaient. Donc, les collectivités qui ont répondu cette année, ce sont principalement des communes. Donc, on a 70 répondants qui ont répondu à un questionnaire long
Donc je vais en profiter pour remercier tous ceux qui l'ont fait, même s'ils nous ont dit que c'était compliqué. Voilà, j'en vois qui rigolent. Ils n'ont peut-être pas rigolé au moment où ils l'ont fait. On sait que c'était assez ambitieux. L'idée, c'est que cette année, en fait, on voulait vraiment recueillir des fiches très détaillées sur certains dispositifs pour pouvoir ensuite les comparer et les mettre en visibilité. Donc l'année prochaine, ce sera beaucoup plus court, mais on voulait vraiment repartir d'un questionnaire assez riche cette année. Donc on a surtout des communes qui ont répondu, donc 7 sur 10 des répondants sont des communes. On a quelques intercommunalités, métropoles. On n'a aucune région, à part la Guyane, mais on l'a classée dans les départements parce que c'est région et département en même temps. Et on a une grande diversité de taille de communes. Donc on a un répondant sur 3 qui est une collectivité à moins de 50 000 habitants et 1 sur 4 qui est une collectivité de plus de 100 000 habitants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un peu moins d'un tiers des répondants qui est en Île-de-France. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais en tout cas c'est quelque chose à prendre en compte. En termes d'étiquette politique, donc en fait, comme on a demandé toutes les composantes de la majorité politique, donc en fait c'est assez diversifié. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une surreprésentation des sans étiquette et des PS, et on a très peu de Front National, Rassemblement National. Donc c'est des collectivités particulières qui ont répondu au baromètre aussi. En termes de dispositifs, on a commencé par demander quels étaient les dispositifs qui avaient existé, et donc ceux qui existaient encore aujourd'hui. Les plus fréquents, assez logiquement, ce sont les dispositifs ponctuels sur l'urbanisme, qui sont souvent des dispositifs d'ailleurs réglementaires, donc les consultations sur le PLU, PLUI, mais aussi des ateliers, balades urbaines ou autres dispositifs moins réglementaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi presque 60%, désolé pour les statisticiens, on n'a pas le droit de dire pourcent si elles sont 70, mais 6 collectivités sur 10 qui ont des plateformes numériques de consultation, donc de celles qui ont répondu. Ensuite, on a une collectivité sur 2 qui a un conseil citoyen, des conseils de public spécifiques pour 4 sur 10, etc. Et 3 sur 10 qui ont un budget participatif. Donc on commence à voir un petit peu le profil de ces collectivités-là et c'est intéressant de voir quels dispositifs sont les plus présents. Dans tout ce qui était dans autres, parce qu'il y en avait un certain nombre, il y avait des choses très différentes et notamment les fonds de participation, les lieux dédiés à la citoyenneté, les maisons du projet, etc. Mais aussi des soutiens vraiment plus directs au financement participatif ou à l'engagement plus direct des citoyens. Donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être prendre en compte l'année prochaine quand on refera le questionnaire. Et l'une des grandes questions qu'on se posait aussi au niveau de ces collectivités, c'était les moyens qui étaient alloués à la participation. Donc c'est quelque chose qui est difficile, qui est sensible, mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir ce qui est mis en œuvre et combien ça coûte pour que les autres collectivités puissent aussi s'engager. Donc la première question qu'on avait, c'était est-ce que vous avez un service dédié? Et pour un peu plus de la moitié des collectivités, il y en a un qui s'appelle souvent le service de la démocratie locale, le service de la démocratie participative, du dialogue citoyen ou quelque chose qui dit citoyen à l'intérieur, et aussi de la vie des quartiers. Donc il y a vraiment aussi ce lien avec le local et avec la consultation au niveau des quartiers qui est très souvent fait. Mais ce n'est pas que cette équipe-là qui traite les enjeux de participation, puisque d'autres équipes sont impliquées. Ce qui est assez intéressant, c'est que le service de communication est très très souvent impliqué. Donc ça nous renseigne un petit peu aussi sur le type de démarches qui sont mises en œuvre. Dans plus d'une collectivité sur 2, c'est aussi le cabinet du maire et urbanisme aménagement qui participent. Et enfin, dans plus d'une collectivité sur 3, d'autres cabinets d'élus participent aussi, et les cabinets aux directions de l'innovation et du numérique, de la politique de la ville, déplacement, transport, voirie et jeunesse. Je pense que vous visualisez bien en fait ce qui se passe, que dans les collectivités, historiquement, on a surtout consulté sur des questions urbaines ou dans des questions d'aménagement. Donc ça continue, même avec le numérique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les finances, par exemple, sont très très peu impliquées. Donc c'est intéressant de voir en fait quelles sont les directions qui ne sont pas impliquées aussi. Emploi non plus, mais ça peut être une histoire de compétences. Mais sur quoi est-ce qu'on consulte les citoyens aujourd'hui? Probablement pas là-dessus. Une autre information intéressante qu'on n'avait pas forcément demandé l'année dernière, qui est par qui vous êtes accompagné quand vous mettez en place un outil numérique. Et là, en fait, on a une collectivité sur 3 qui a dit qu'elle n'était pas accompagnée. Et pour les autres, on a le sentiment que c'est une combinaison d'accompagnement, puisqu'on a à la fois des cabinets de conseil, des prestataires informatiques et des civic tech, donc surtout des prestataires privés qui sont très présents. Et c'est intéressant de se dire que là, vraiment, on a 40% de civic tech, donc 40% des collectivités qui ont dit qu'elles étaient accompagnées par une civic tech, donc c'est quand même pas négligeable. Et enfin, sur les moyens en interne, qui est toujours la grande difficulté, je pense que je ferai des catégories un peu plus ramassées parce que les camemberts sont difficiles à lire, mais il y a en fait de grandes différences entre toutes les collectivités, ce qui peut paraître assez logique. Ce qui ressort quand même, c'est que 2 collectivités sur 10 n'ont pas de budget, c'est-à-dire ont 0 de budget. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de budget alloué, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment 0 de budget spécifique pour la participation.
et la moitié de celles qui arrivent à estimer leur budget sont en dessous de 50 000 euros. Donc ça, voilà, il y a une ligne à ce niveau-là. Il y a aussi 4 collectivités sur 10 qui ont moins d'un ETP ou pas d'ETP dédié à la participation. Donc c'est vraiment, dans ce cas-là, un petit peu qui va s'occuper des dispositifs et comment ça va vraiment réussir à s'institutionnaliser. Évidemment, ça a rapporté aux tailles de collectivité. Et puis, comme je vous disais, on a un certain nombre de fiches de dispositifs spécifiques qui nous permettront de rentrer dans le détail de quel dispositif coûte combien et combien on implique les agents. En termes de dispositifs mis en œuvre, on a deux informations intéressantes. On n'avait pas préjugé de ce qui serait participatif ou non. Donc, par exemple, on avait mis le site internet d'information. Et là, on est à 80% de collectivités qui nous disent qu'elles ont mis en place un site internet d'information dans le cadre d'une démarche participative. Donc, c'est intéressant. Le deuxième outil qui est le plus utilisé, c'est les questionnaires et les enquêtes en ligne. C'est vraiment quelque chose qui est largement utilisé. 6 collectivités sur 10 l'ont déjà fait. Et ensuite, on est à moitié des collectivités qui mettent en place un outil de signalement, qui mettent en place des réseaux sociaux locaux ou de voisinage, qui sont donc considérés comme de la participation pour un certain nombre de collectivités. Et plus d'une collectivité sur 3, donc on revient sur les plateformes, qui ont mis en place une application d'idéation, de débat, de discussion ou de vote en ligne. Et enfin, ce qui est intéressant sur ces dispositifs, c'est qu'en fait, ils s'adressent à la fois aux citoyens, pour 96% d'entre eux, mais aussi aux associations et aux collectifs locaux, pour plus de 50%, et ensuite aux agents, 35%, et aux acteurs économiques et entreprises pour 30%. Donc peut-être que c'est ces acteurs-là qui sont le moins impliqués jusqu'à aujourd'hui et qu'on pourrait imaginer impliqués dans le futur. Une information en plus qui est celle de l'usage des réseaux sociaux à des fins de participation. En fait, quasiment toutes les collectivités qui ont renseigné un réseau social, que ce soit Facebook ou Twitter, nous a dit l'utiliser à des fins de participation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on étudie assez peu dans le cadre de la Civic Tech, mais ça pourrait être intéressant de le faire. Et une autre information intéressante, et je pense que les Civic Tech vont être très contentes aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 collectivités sur 10 qui ne prévoient pas de nouveaux dispositifs numériques dans l'année qui vient. C'est-à-dire qu'il y a quand même 8 collectivités sur 10 qui se disent que là, dans les 12 prochains mois, ils vont développer quelque chose de nouveau. On arrive à la fin, et là, en fait, on avait quelques questions sur les représentations. Qu'est-ce qu'on attend du numérique? Quels sont les objectifs qu'on lui a donnés? Et qu'est-ce qu'on estime à marcher ou pas? Ce qu'on peut commencer par voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'attentes envers le numérique. On reste quand même à quasiment 80% de réponses qui nous disent à chaque fois que le numérique est utile pour augmenter l'engagement des citoyens, pour augmenter la confiance, pas pour évaluer l'action publique. Par contre, ça, on a un petit détail sur celui-là. On a beaucoup d'objectifs qui se rapportent à la communication, c'est-à-dire à mieux faire connaître l'action de la collectivité, à augmenter la confiance, l'adhésion et à renforcer la transparence. C'était assez intéressant cet objectif de transparence parce qu'en fait on a vraiment le sentiment que ça fait plus peur, que c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, alors que il y a 2 ans, on n'avait pas les mêmes réponses sur la transparence. Et les limites en fait apparaissent assez clairement, c'est-à-dire qu'on voit quand même que les outils sont moins utiles ou sont perçus comme moins utiles pour atteindre de nouveaux publics, pour augmenter l'efficacité de l'action publique et pour l'évaluation du coût. Donc ça, c'est 3 objectifs qui sont moins attribués aux outils et on pourrait discuter de pourquoi. En termes d'objectifs concrets... Ah désolé, ça sort pas très bien. En termes d'objectifs concrets qui ont été attribués aux dispositifs qui avaient été lancés, il y avait une d'ailleurs des répondants qui avait mis en fait les objectifs on les a tous au moment où on lance et puis après on ajuste mais on a envie que ça fasse tout d'un coup. Donc c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est que tous les objectifs sont un petit peu soulignés. Après les plus consensuels, c'est vraiment que c'est pour augmenter le nombre de citoyens qui participent, pour recueillir les avis et puis pour démontrer le côté innovation, le côté vraiment modernité de la collectivité. Ça, c'est les plus consensuels. Après, si on va vers ceux qui ont été définis comme importants et ou plus importants, enfin très importants ou importants, là, on a quasiment tous les objectifs qui sortent, sauf la neutralité. En fait, on s'était dit, est-ce que certaines collectivités mettent en place un outil numérique? C'est un argument qui est largement utilisé par des Civic Tech pour justement avoir un outil qui n'est pas associé à la collectivité, où on ne voit pas le logo et où les citoyens participeraient du coup différemment. Et en fait, ce n'est pas un objectif qui est souligné. J'avais 2 petites dernières informations. Un premier qui était en termes de gouvernance ouverte, OpenGov, Civic Tech, GovTech, des termes que nous on utilise assez régulièrement en fait quand on en parle dans les cercles qui parlent de Civic Tech tout le temps. En fait, pour la moitié des collectivités, il n'y a pas de définition claire de ces termes. Donc c'est encore quelque chose à améliorer.
Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en termes d'information, on a quand même le sentiment que les interconnectés et autres réseaux font bien leur travail, puisque c'est principalement par les réseaux et puis par la presse, évidemment, que s'informent les collectivités, et relativement peu par les formations. Donc il y a peut-être une information là aussi, qui est qu'on a peut-être besoin de nouvelles formations. Et enfin, dans les attentes qui ont été exprimées sur aujourd'hui, qu'est-ce qui serait important, moi j'ai été très surprise, parce que par exemple, il y a très peu d'attentes d'évaluation. On n'a pas vraiment envie de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est un peu étonnant, parce qu'on a peur que ça n'ait pas trop bien marché. On a beaucoup plus d'attentes sur la sensibilisation, des attentes encore sur le portage politique, donc vraiment d'avoir une stratégie claire qui permette, j'imagine, de mettre en place des outils, et puis un meilleur accès pour les citoyens, ce qui va probablement bien avec le thème de cet espace société numérique et les questions de médiation qui se développent de plus en plus. Voilà, je vais vous dire merci et je vais vous informer aussi de nos prochains événements à l'Observatoire parce que c'est en lien avec tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Le premier qui est lundi prochain, donc on a le colloque sur les réseaux sociaux et la participation citoyenne. On a la chance d'avoir des intervenants vraiment super de Google, de Facebook, Paula Forteza, le CESE, la CNDP. Donc ça va vraiment être hyper intéressant comme discussion. Ensuite, on a, à partir du 11 mars, l'année prochaine, 11, 12, 13 mars, à Grenoble, on a les rencontres nationales de la participation. Si le sujet vous intéresse, venez, c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve et on en discute. Et le 18 mars, on va organiser la première journée de la Civic Tech française avec le CESE. Et donc, on va vraiment avoir un moment de discussion sur ces sujets-là. Merci beaucoup.